nouvelle soirée éducative dans votre salon éducatif. Donc, c'est une soirée qui s'intitule, comme vous voyez, vers une pratique professionnelle et un enseignement dynamique. Donc, Monsieur Abou Adam a affiché dans la programmation que la séance va commencer à 22h45. Maintenant, la date que Monsieur Abou Adam a affichée est dépassée par 5 minutes. Donc, on va commencer. Donc, la première, donc comme plan. Nous avons définition de la notion paradigme. On va voir ce que veut dire le mot paradigme, parce que le mot paradigme est apparu dernièrement dans le champ éducatif. Donc on va jeter un peu de lumière sur cette notion. Deuxièmement, on va faire une petite comparaison entre la pédagogie par objectif et l'approche par compétence. Et puis on va mettre le curseur sur quelques erreurs professionnelles et qu'il faut l'éviter. Quatrièmement, on va voir quatre fondements relatifs à l'apprentissage du français comme une langue étrangère. Cinquièmement, on va survoler sur un inventaire des objectifs et des compétences des activités de la langue. Et on va définir le contrat didactique et finalement on va voir, c'est-à-dire le point essentiel dans cet exposé, c'est les compétences professionnelles d'un enseignant, c'est-à-dire quelles sont les compétences que chaque enseignant doit acquérir pour, c'est-à-dire exercer sa profession et sa mission comme il faut. Donc, nous avons le paradigme. C'est quoi le paradigme? Nous avons le paradigme est une école de pensée dans un domaine de savoir et d'activité qui partage un ensemble cohérent de croyances fondamentales, d'orientation et de valeurs et de façons de faire au regard de certains phénomènes. C'est le dictionnaire d'éducation Legendre 2005, la page 982. Nous avons ici une autre définition. C'est un cadre, le paradigme, toujours dans la définition du mot paradigme. C'est un cadre très général de référence partagé par une communauté de scientifiques pour un ensemble de phénomènes complexes. Donc, on passe à l'autre définition pour pouvoir faire un petit résumé ou bien une petite récapitulation concernant cette notion. L'autre définition dit que le paradigme est un ensemble d'énoncés ayant fonction de prémices présentant une vision globale d'un domaine facilitant, c'est-à-dire qui facilite la communication, l'évolution et la créativité, situant en contexte l'étude des phénomènes concernés, guidant l'élaboration des théories, suggérant les pratiques appropriées. Donc, d'après ces trois définitions, on peut dire que le paradigme, c'est une vision, c'est une tendance philosophique, c'est une tendance d'idées, comment dire, c'est un cadre, comme nous avons ici dans la deuxième définition, c'est un cadre très général de référence. C'est un domaine de savoir, d'activité, donc c'est une vision, c'est une philosophie qui voit les choses avec dans une autre vision. Donc c'est ça. Si l'on devrait mettre en exergue, le mot exergue, c'est-à-dire mettre en évidence, si l'on devrait, c'est-à-dire le mot paradigme,
si l'on devrait mettre en exerce, en évidence l'essence même du changement paradigmatique qui incite à adopter des formations axées sur le développement des compétences, on dirait l'apprentissage au premier lieu, c'est-à-dire on passera d'un paradigme de l'enseignement à un paradigme de l'apprentissage. C'est-à-dire, on va changer notre vision d'un paradigme, d'une école qui concentre, c'est-à-dire sa vision, sa tendance sur l'enseignement, à un paradigme, à une autre philosophie qui concentre les efforts sur l'apprentissage. Et lorsqu'on dit l'apprentissage, c'est-à-dire on doit centrer l'effort et tout l'effort sur l'élève. Donc on doit passer d'un paradigme de l'enseignant à un paradigme de l'enseigné, c'est-à-dire de l'apprenant. C'est ça la nouvelle tendance et dans le chemin de l'éducation. Aux deux extrémités d'un continuum, nous avons le mot ici continuum, c'est-à-dire c'est un tout, bien un ensemble, bien une totalité. L'extrémité, comme vous savez, c'est-à-dire la limite ou bien la fin. Donc, aux deux extrémités d'un continuum, à propos de l'organisation de la formation, on pourrait distinguer des programmes structurés autour des objectifs et des programmes axés sur le développement des compétences. C'est-à-dire, nous avons des programmes par objectif, nous sommes dans le fractionnement, donc on doit changer ce paradigme de fractionnement à un autre, c'est-à-dire programme par compétence, c'est-à-dire l'intégration. C'est-à-dire, on doit rompre avec l'ancien paradigme, c'est-à-dire le programme par objectif, et on doit opter, ou bien, c'est-à-dire, on doit opter pour un programme par compétence, et nous sommes ici dans l'intégration. Donc, je passe à l'autre diapo, c'est-à-dire, ou bien autrement dit, qui dit programme par objectif dit la formation s'inscrit dans une logique photographique, c'est-à-dire que l'apprentissage est inscrit dans une logique photographique, c'est-à-dire détaillée, c'est-à-dire morcelée, et on doit changer cette vision, paradigme par une formation qui s'inscrit dans une logique vidéographique. C'est-à-dire, on va opter, ou bien on va changer la vision vers l'approche par compétence. Est-ce que je peux continuer, ou bien donc, est-ce que je peux continuer ou bien je peux revenir pour expliquer quelques mots, ou bien est-ce que je précipite, c'est-à-dire c'est-à-dire je roule vite, ou bien je veux que vous me donnez un point de vue concernant est-ce que je peux continuer de la même façon, est-ce que je peux, c'est-à-dire ralentir un peu, est-ce que je peux revenir sur, oui, monsieur Anwar, des vidéographiques, c'est-à-dire vidéographiques, oui. Nous avons, d'accord, nous avons les programmes par objectif. C'est quoi l'objectif? Lorsqu'on dit objectif, c'est quoi un objectif? Donc, le souci de l'enseignant dans une science, c'est de réaliser tout simplement l'objectif. Il n'a pas le souci de mettre un enchaînement logique entre c'est-à-dire les apprentissages. Donc, ici, on doit changer ce paradigme par un autre qui s'inscrit d'une logique vidéographique. Donc, on doit mettre ces photos l'une après à côté de l'autre pour faire un vidéo, pour faire une scène. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que la logique ou bien la formation qui s'inscrit d'une logique photographique, elle détaille, elle morcelle ou bien elle morcelle les apprentissages. Et ça,
parmi les points faibles de l'école, behaviorisme ou bien comportementalité. Donc, ici, on doit dépasser cette logique et on doit avoir, ou bien on doit, c'est-à-dire, le changer par l'approche par compétence. Lorsqu'on dit, approche par compétence, c'est-à-dire on pense directement dans la situation problème. Et donc pour résoudre une situation problème par l'apprenant, donc il doit, c'est-à-dire il doit envisager ou bien confronter plusieurs difficultés, il doit chercher plusieurs ressources. Donc, c'est ça ce qu'on appelle que la formation de l'apprenant s'inscrit dans une logique vidéographique et non pas photographique. Donc, la situation problème exige un ensemble cohérent, c'est-à-dire un tout, c'est-à-dire un prémisse comme j'ai utilisé ce mot dans la première diapo. Donc, je passe à l'autre. Donc, des erreurs dans la représentation des enseignants quant au processus de professionnalisation. Donc, je vais mettre le curseur sur quelques notions qu'on doit éviter, qu'on doit dépasser. Donc, la très grande majorité des professeurs se comportent comme si les apprenants étaient des photocopieurs. C'est une erreur qu'il faut, c'est-à-dire, éviter, bien dépasser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'apprenant a ses idées, c'est-à-dire lorsqu'on donne par exemple des informations, des connaissances, des ressources à un apprenant, on ne demande pas de rendre, c'est-à-dire la même marchandise, si vous voulez, entre guillemets, le jour de l'examen, c'est-à-dire on doit mettre en considération que cet apprenant, ce n'est pas un photocopieur. Il doit assimiler, il doit comprendre cette matière, il doit l'assimiler, et le jour de l'examen, il doit la reprendre, ou bien la reproduire de sa propre façon. Donc ça, c'est une erreur qu'il faut vraiment la dépasser. Donc la théorie doit toujours précéder la pratique, c'est-à-dire une base de connaissances théoriques d'abord. Donc, c'est une logique aussi qu'on doit la dépasser, on doit la changer. Pourquoi? La théorie, oui, on peut, c'est-à-dire initier ou bien on peut commencer, suivant cette logique. La théorie ne doit pas toujours précéder la pratique. Pourquoi? Parce que nous avons, comme vous savez bien, par exemple, dans les activités scientifiques, on commence toujours par quelque chose qui est tangible, qui est visuel, qu'on peut, c'est-à-dire qui a un sens pour l'apprenant. Donc, lorsqu'on c'est-à-dire on met comme une loi que la théorie toujours doit précéder la pratique, donc c'est une erreur. Donc, c'est-à-dire pour l'écolier ou bien pour l'apprenant du primaire, cette théorie n'est pas toujours juste. Donc, les apprentissages, il y a quelques enseignants qui disent que les apprentissages peuvent, il y a d'autres qui disent doivent être morcelés dans la logique de chaque discipline. Donc aussi, ou bien cette idéologie, on doit la changer par, on peut aussi même le verbe avoir et le verbe devoir. Les apprentissages ne peuvent et ne doivent pas être morcelés dans la logique de chaque discipline. C'est-à-dire, on doit changer, on doit mettre en considération que nous sommes en train de construire des compétences. Que nous sommes de construire la personnalité de l'enseigné, c'est-à-dire de l'apprenant, dans
dans ces trois dimensions, cognitif, affectif et psychomoteur. Donc, c'est ça. On passe au fondement. C'est une diapositive très importante. Ce sont des fondements relatifs à l'apprentissage du français comme une langue étrangère. Donc, nous avons premièrement un cadre porteur de valeurs sociales et culturelles. Nous avons ici, sous ce titre, nous avons deux principes fondamentaux. Nous avons l'attachement aux valeurs sociales et culturelles issues de la société marocaine et l'ouverture sur les valeurs humaines universelles. Donc, ce sont les valeurs. Donc, nous avons l'enseignant doit mettre en considération qu'il y a un attachement à nos valeurs, à nos propres valeurs culturelles issues de notre société. Et en même temps, on doit, c'est-à-dire, faire une ouverture, un épanouissement sur les valeurs humaines dans sa dimension internationale ou bien universelle. Deuxièmement, un apprentissage fonctionnel visant à. Donc, lorsqu'on dit l'apprentissage, on parle de l'apprenant. Il doit répondre aux besoins éducatifs des apprenants, c'est-à-dire cet apprentissage doit répondre aux besoins éducatifs des apprenants. Il doit aussi servir d'outil méthodologique et cognitif pour renforcer l'apprentissage des autres disciplines. C'est-à-dire que, je reviens sur le premier point. C'est-à-dire, cet apprentissage va répondre aux besoins éducatifs des apprenants, c'est-à-dire le moment de la planification, ou bien la préparation des cours, on doit mettre en considération que le cours, ou bien les objectifs doivent répondre aux besoins des apprenants. C'est-à-dire, dans le côté cognitif, comme j'ai évoqué, le côté le côté affectif et le dernier côté, c'est le côté psychomoteur ou bien social. Donc, les apprentissages doivent s'inscrire dans cette logique. Deuxièmement, nous avons dit servir d'outils méthodologiques et cognitifs pour renforcer l'apprentissage des autres disciplines. Lorsqu'on dit l'outil méthodologique, c'est ensemble dans le cadre de la didactique. Donc, l'enseignant doit penser dans un outil ou bien un dispositif qui lui permettre de présenter d'une manière efficace, c'est-à-dire ces apprentissages à la salle, ou bien à ses enseignants. Troisièmement, une approche méthodologique globale, c'est-à-dire une approche qui relie la réflexion à l'analyse et à la synthèse en un tout cohérent, c'est-à-dire, nous avons ici deux points d'explication, je vais expliquer ici. Elle part d'une situation ou d'un contexte donné. C'est-à-dire que les activités d'apprentissage doivent partir d'une situation problème. Qui est pourquoi? Parce que la situation problème a un contexte ou bien a un sens pour l'apprenant. Analyser la situation ou bien le contexte selon les objectifs linguistiques littéraires fixés. Il faut analyser la situation. Donc, je dis analyser la situation, c'est-à-dire le contexte. Donc, analyser la situation, le contexte selon les objectifs linguistiques littéraires fixés. Il faut donc analyser bien ces objectifs
Pourquoi? Parce que nous avons ici deux tendances linguistiques qui travaillent sur la langue, ou bien littéraire, qui travaillent sur les textes, la production écrite, etc. Donc, regrouper les éléments analysés en un tout intégré. C'est ça l'essentiel. C'est-à-dire de passer de le paradigme photographique à un paradigme vidéographique. C'est-à-dire de faire rassembler les photos prises pour les rendre dans une logique vidéographique et dépasser la logique de détailler et morceler les apprentissages pour le mettre dans une vision ou bien dans un paradigme de vidéographique, c'est-à-dire en un tout intégré. Je continue. Quatrièmement, une articulation étroite entre l'oral et l'écrit. C'est-à-dire choisir des situations pour développer la communication orale et écrite. Et dernièrement, nous avons proposé des situations d'intégration pour articuler l'oral à l'écrit, c'est-à-dire de faire l'intégration, c'est-à-dire de rassembler ces apprentissages en un tout, c'est-à-dire en utilisant. Donc, on passe à les objectifs de la grammaire et la conjugaison. Donc, ce sont les objectifs et le contenu de la première période et la deuxième période de l'école primaire. Comme vous savez bien, nous avons deux périodes. Nous avons pour la première période, reconnaître, ce sont des objectifs et des contenus. Ce sont des objectifs, vous pouvez revenir sur le guide pédagogique de primaire, le guide pédagogique de l'enseignement primaire, la page 101 et 102. Donc, parmi ces, je vais lire ces objectifs rapidement. Nous avons reconnaître le groupe nominal et le groupe verbal d'une phrase, repérer les accords du verbe avec le sujet et de l'adjectif, avec le nom, de l'adjectif avec le nom, du nom avec le déterminant. Les types de phrases, la ponctuation, reconnaître et employer les pronoms personnels, reconnaître et utiliser les temps de l'indicatif, présent des verbes les plus usuels, verbes de premier et deuxième groupe, être, avoir, aller, faire, dire, vouloir, pouvoir et verbes pronominaux. Passé, c'est-à-dire le passé récent, passé composé, futur, futur proche, futur simple, verbes les plus usuels. Reconnaître et utiliser le mode impératif, reconnaître et employer les pronoms personnels. Ça concernant la première période, c'est-à-dire la deuxième, la troisième, la quatrième année de l'enseignement primaire. Maintenant, la cinquième et la sixième année, concernant la grammaire et la conjugaison. Nous avons l'expansion et réduction de la phrase, nous avons les déterminants, les types de phrases, la coordination, les pronoms indéfinis, démonstratifs, possessifs, le groupe prépositionnel, les participes présents passés, identifier et utiliser les compléments des verbes COD, COI, COL, COT, CCT, CCM, opérer les transformations usuelles négatives, passives, discours direct et indirect, comparaison, cause. Utiliser les temps de l'indicatif présent, futur, passé, composé, passé composé plus l'imparfait. Le mode impératif, être, avoir, verbe de premier groupe et verbe pronominaux. Le mode conditionnel, être, avoir, verbe de deuxième groupe et du troisième groupe. Le mode subjonctif, être, avoir et verbe de premier groupe. Donc, ça concernant les objectifs et les contenus de la grammaire et de la conjugaison dans l'école primaire. Maintenant, on passe à l'orthographe. Nous avons maintenant la première période, deuxième, troisième, quatrième année de l'enseignement primaire. Nous avons comme objectif reproduire correctement et de mémoire des mots, des propositions ou des phrases, remarquer les régularités et les irrégularités,
du système marque du pluriel et la désignance du verbe, l'accord féminin. Différencier les homonymes A et A, et, C et C. Nous avons, bonsoir monsieur Abdelaziz. Donc, concernant la deuxième période, nous avons la 5e et la 6e année. Copier un texte, écrire sous-texte en respectant la correspondance graphiphonique, orthographier les mots courants, maîtriser les règles d'accord, sujet-verbe, nom, adjectif, l'accord du participe passé, maîtriser les règles d'écriture des mots, dérivés des doubles consonnes, des accents, des terminaisons, etc. Ce sont des objectifs. Vous pouvez revenir sur le guide pédagogique de l'enseignement primaire. Donc, le lexique. Première période, nous avons nommé dans des situations de la vie quotidienne des objectifs, des actions, des sentiments, mémoriser et utiliser à bon escient un vocabulaire thématique précis, identifier les familles des mots. Ça concernant la première période. Maintenant, on passe à la deuxième période. Nous avons distingué selon le contexte le sens particulier d'un mot, connaître quelques éléments de l'homonymie, de la synonymie et l'antonymie, ce sont les champs sémantiques. Se servir d'un dictionnaire adapté à son âge. Nous sommes ici dans la lexicographie. Donc, se servir d'un dictionnaire adapté à son âge, trouver le sens d'un mot ou d'une expression dans un dictionnaire courant, trouver les dérivés des mots en utilisant les préfixes et les suffixes. Nous sommes ici dans la dérivation. Donc, je ne vais pas rester ici beaucoup. On passe à l'expression écrite. Nous avons les objectifs et les contenus de la première période. Tenir de manière adaptée et efficace un crayon, un stylo à billes, une craie, en adoptant la posture corporelle qui convient, écrire de façon soignée, en respectant les normes de l'écrit et en améliorant sa vitesse, reproduire les modèles, les formes, les trajectoires proposées par l'enseignant, écrire une ligne puis progressivement entre deux lignes, reconnaître et comparer différents systèmes graphiques, différents mots ou lettres en écriture cursive, en écriture script, en caractère d'imprimerie. Maîtriser la graphie, les lettres majuscules, copier. Monsieur, je ne comprends pas ce que vous avez dit, Madame Asser. La première période pour la 5e, 6e année. Concernant quoi? Est-ce que l'expression écrite ou bien lexique ou bien quoi? Je ne comprends pas votre... Oui, monsieur Hafid, vous... Donc, monsieur Hafid, je ne sais pas, est-ce qu'il veut le micro, est-ce qu'il veut s'intervenir ou bien ou quoi. Donc, je reviens sur la conjugaison et la grammaire de la 5e, 6e année. Donc, d'accord. Je reprends. Donc, nous avons l'exposition et réduction de la phrase, les déterminants, les types de phrases, la coordination, les pronoms indéfinis. Nous avons indéfini, démonstratif, possessif, le groupe prépositionnel, les participes passés présents, identifier et utiliser les compléments du verbe. Nous avons un live le micro, oui. Donc, je continue. Identifier et utiliser les comportements du verbe COD, COI,
complément d'objet direct, le complément d'objet indirect, le complément circonstanciel du lieu, le complément circonstanciel du temps, le complément circonstanciel de manière. Opérer, il y a aussi le complément circonstanciel de prix, etc. Mais dans l'école primaire, on n'opte pas pour le CCP. Opérer les transformations usuelles, négatives, passives, c'est-à-dire la forme négative à la forme négative à la forme négative et la forme et l'autre forme passive, oui, active, passive. Discours direct et indirect, comparaison et la cause, utiliser le temps de l'indication présent, futur, passé, passé composé, imparfait, le mode impératif avec le verbe être, avoir, les verbes du premier groupe et les verbes pronominaux, le mode conditionnel avec les 6 verbes, le verbe être, avoir, verbe du deuxième groupe. On n'a pas les compétences de la première période pour les 5e et la 6e année. La première période. Donc c'est la deuxième période. Non. Lorsqu'on dit la période, c'est la période dans l'école primaire. Nous avons la première période, lorsqu'on dit la première période, c'est-à-dire deuxième année, troisième année, quatrième année. C'est ça la première période. La deuxième période dans l'école, c'est la 5e et la 6e année. C'est ça. Donc, le mode conditionnel être, avoir, verbe du deuxième groupe et du troisième groupe, le mode subjonctif être avec le verbe avoir, être, et des verbes du premier groupe. Donc, je reviens sur l'expression écrite. Donc, pour la première période, c'est-à-dire la deuxième, la troisième et la quatrième année de l'enseignement primaire, nous avons tenir de manière adaptée et efficace un crayon, un stylo à billes, une craie, en adoptant la posture corporelle qui convient. Écrire de façon soignée en respectant les normes d'écrit et en améliorant sa vitesse. Reproduire les modèles, les formes, les trajectoires proposées par l'enseignant. Écrire une ligne, puis progressivement entre deux lignes. Reconnaître et comparer différents systèmes de graphie, différents mots ou lettres en écriture cursive, en écriture script, en caractère d'imprimerie. Maîtriser la graphie, les lettres majuscules. Copier correctement quelques mots, une courte phrase en rapport avec les activités de la classe en respectant les règles de graphie et de l'écriture cursive. Et dernièrement, nous avons reconstitué les phrases ou bien reconstitué un paragraphe, c'est-à-dire mettre en ordre. On passe maintenant pour la deuxième. Amel, est-ce que tu veux le micro? Parce que je vois que je pense que vous demandez le micro, je ne sais pas. Donc, je continue. Deuxième période, nous avons écrire un texte de quelques lignes telles que un court récit, la suite d'une histoire, la légende d'un dessin, les bulles d'une bande dessinée, une lettre, les textes prescriptifs ou bien injonctifs vers la fin de la deuxième période, c'est-à-dire vers la 6e année, intégrer la dimension de la présentation dans la structuration d'un texte, paragraphe, et l'illustration, c'est-à-dire le côté formel. Donc, je passe à l'autre. Donc, je passe à la définition du contrat didactique. Donc, qui peut nous donner une définition au contrat didactique? On discute le contrat didactique avec la langue arabe, beaucoup avec la langue arabe. Maintenant, nous essayons de définir c'est quoi le contrat didactique en français. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe son micro pour, c'est-à-dire définir cette notion, ou bien cette notion la notion du contrat didactique. Ça veut dire quoi le contrat didactique?
Nous avons 17, je pense, c'est le taux des enseignants. Nous avons 17 enseignants. Donc, on doit définir c'est quoi le contrat didactique. En arabe, التعاقد الديداكتيكي. إذا ما هو التعاقد الديداكتيكي؟ من يعرف لنا التعاقد الديداكتيكي؟ Soit en arabe, si vous trouvez des difficultés en français, vous pouvez le définir en arabe. Pas de problème. Donc, nous sommes des enseignants bilingues. Nous pouvons utiliser soit la langue arabe ou bien la langue française. Pas de problème. On doit c'est-à-dire normalement, on doit avoir les deux compétences de définir c'est quoi le contrat didactique. C'est une notion primordiale dans le domaine de l'enseignement. C'est un mot, bien, c'est une notion centrale je pense pas que lorsqu'on ouvre chaque ouvrage surtout les guides des profs, c'est sûrement et certain que c'est-à-dire vous tombez sur cette notion. C'est quoi le contrat didactique? Donc, j'attends, je vous attends pour écrire quelque chose, ou bien si vous voulez prendre le micro pour donner quelques pistes pour définir cette notion. C'est l'ensemble des règles implicites qui régissent le fonctionnement de la classe. Effectivement, mais elle peut être implicite et explicite. Elle peut pas forcément, c'est-à-dire, mademoiselle Mouna, oui, effectivement, elle peut être implicite et explicite. Ce sont les règles qui régissent le fonctionnement. Ces règles entre qui et qui? On doit, c'est-à-dire, on doit définir, c'est-à-dire les facteurs ou bien les acteurs essentiels. On doit signaler aux acteurs centraux de cette opération. Mais c'est un ensemble de règles, effectivement, je suis d'accord avec vous, mais entre qui et qui? Donc on doit, oui, prof, apprenant et le savoir. On a dit il a ajouté le savoir, non, donc nous avons entre élève et prof. On dit l'arabe. Effectivement, c'est entre c'est un ensemble de règles. عمر دي اتفاق تعاقدي بين طرفين هما المدرس والتلميذ وينبني هذا الاتفاق على مفاوضة بينهما حول متطلبات التعليم وأهداف التعليم ويجب كل طرف حقوقه أهداف ومرامي من التعليم والتكوين. Oui, effectivement. Donc, vous avez bien attaqué. Le contrat didactique sert à définir les activités du prof et les tâches de l'élève. Oui, effectivement, je passe pour voir ce que dit Guy Brosson. Effectivement, donc le contrat didactique est un concept introduit par Guy Brosson. Lorsqu'on dit le contrat didactique, automatiquement on doit réfléchir à ce grand didacticien français, c'est Guy Brosson. Elle le définit comme l'ensemble des relations qui déterminent explicitement pour une petite part, mais surtout implicitement, ce que chaque partenaire va avoir à charge de gérer et dont il sera d'une manière ou d'une autre responsable devant l'autre. Ce qui veut dire qu'au cours d'une séance, l'élève interprète la situation qui lui est présentée, les questions qui lui sont posées,
les informations qui lui sont fournies, les contraintes qui lui sont imposées en fonction de ce que le maître reproduit consciemment ou non de façon répétitive dans sa pratique de l'enseignement. Comme vous avez évoqué, c'est la relation qui régit le climat dans la classe. Lorsqu'on dit le contrat didactique, effectivement, on doit penser, on doit réfléchir sur la situation problème. Mathématiquement, on peut dire que la situation problème égale situation problème plus contrat didactique. C'est ça. Donc, on passe à, c'est-à-dire, à ce que nous intéresse beaucoup, c'est les compétences professionnelles d'un enseignant. Donc, nous avons la première compétence, c'est agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de culture. Donc, si par exemple, vous passez l'examen et il vous demande d'analyser cette citation, qu'est-ce que vous pouvez dire? Donc, agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de culture. Quels sont les mots-clés de cette citation et comment peut-on l'analyser? Je ne veux pas m'intervenir beaucoup, je ne veux pas dévorer toute c'est-à-dire la durée, ou bien c'est-à-dire de triomphe, si vous voulez, ou bien de dévorer, ou bien oui, c'est-à-dire sur toute la science en parlant. J'espère qu'on opte pour une approche participative. Comme ça, on peut, c'est-à-dire, développer nos compétences professionnelles. Donc, comment peut-on analyser cette citation, ou bien cet énoncé, si vous voulez? Agir en tant qu'autant, c'est-à-dire l'enseignant doit agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de culture. On dit professionnel, critique. Effectivement, oui, c'est un mot-clé, agir en tant que professionnel, critique et porteur, oui, effectivement. Est-ce que vous pouvez, Monsieur Mohamed, 0585, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, est-ce que vous pouvez éclaircir et éclairer un peu de plus, c'est-à-dire agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de culture. Nous avons ici la professionnelle, nous avons ici critique, nous avons ici porteur, nous avons aussi culture. Et nous avons ici agir, c'est-à-dire l'action. Donc ici, tout l'énoncé est des mots-clés. Donc, comment peut-on analyser cette citation? Si vous avez des idées, si vous avez c'est-à-dire des pistes pour l'analyser, vous pouvez prendre le micro. Si vous n'avez pas, je passe pour l'analyse. Mohamed, donc, je passe. Donc, agir en tant que professionnel critique et porteur de connaissances et de culture, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, premièrement, situer les points de repère fondamentaux, c'est-à-dire les concepts, les approches, les méthodes, des savoirs de sa discipline afin de rendre possible des apprentissages significatifs et pertinents chez les élèves. Porter un regard historique et critique sur cette discipline. Porter un regard critique sur ses pratiques culturelles. Établir des relations entre cette culture et celle des élèves. Prendre en compte la diversité culturelle et linguistique des élèves, permettre à la classe d'exister comme un lieu ouvert à la pluralité des cultures, c'est-à-dire d'enseigner ou bien d'éduquer les apprenants de vivre
ensemble, ce qu'on appelle de vivre dans un climat interculturel. C'est ça concernant le dernier point. Donc, porter un regard historique, je reviens sur 1.2, porter un regard historique et critique sur cette discipline. C'est-à-dire, l'enseignant est invité de critiquer et d'analyser la matière qu'il représente à ses apprenants. Il doit la critiquer, c'est-à-dire il ne faut pas, c'est-à-dire la prendre d'une manière comme ça, et d'un coup il dit, ça y est, tout, et de transmettre le tout son comme ça, d'une manière arbitraire. Porter un regard critique sur ces pratiques culturelles, c'est-à-dire d'un moment à un autre, on doit critiquer notre, c'est-à-dire pratique dans la salle de classe, on doit, c'est-à-dire la renouveler, on doit être, c'est-à-dire créateur, innovateur, comme ça on doit renouveler notre pratique. Quatrièmement, établir des relations entre cette culture et celle des élèves, prendre en compte la diversité culturelle et linguistique des élèves, comme vous savez bien que nous avons une diversité, une richesse concernant la dimension culturelle dans le Maroc. Nous avons qui parlent l'arabe, il y a d'autres qui parlent amazigh, ou bien ce sont des amazigophones. Donc, nous avons une diversité culturelle et linguistique sur les territoires marocains, et vous savez ça plus que moi. Donc, on passe à la deuxième compétence, s'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. Donc, comment peut-on analyser cette compétence? S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. Avant de passer au détail, est-ce que vous avez des idées pour ce qui servent bien, qui servant pour analyser cette compétence, deuxième compétence? S'il y a quelqu'un qui veut s'intervenir, qui veut prendre le micro pour éclairer, pour ajouter, pour réguler, vous pouvez prendre le micro. Je vous donne 2 minutes pour réfléchir un peu sur cette compétence, si vous avez des idées. S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. Donc, tout d'abord, quels sont les mots-clés de cette citation? Ou bien cet énoncé, ou bien ce petit texte. Quand vous voulez, on peut le... Les idées, le développement professionnel. Oui, nous avons le mot développement, oui, et nous avons professionnel, oui. On a des démarches individuelles collectives, oui, s'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Je pense que c'est facile d'expliquer bien, d'analyser cette compétence. Nous avons ici 2 dimensions. Nous avons une dimension bien l'échelle individuelle et nous avons une autre dimension collective. Démarche individuelle, ça veut dire quoi? S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. Elle m'a dit l'enseignement doit poursuivre sa formation professionnelle et s'auto-former. L'enseignant doit poursuivre sa formation professionnelle et s'auto-former, oui, effectivement. Donc, sur 2
sur deux perspectives, ou bien sur deux pistes, ou bien sur deux dimensions. Monsieur Abdou, 75, je laisse le micro pour... Assalamu alaikum. J'espère que la voix est bien reçue. Est-ce que vous m'entendez, mesdames et messieurs? Alors, je vous remercie, monsieur Absada, pour cet exposé et pour ne pas laisser monsieur Absada parler tout seul tout le temps. Alors, j'ai préféré de prendre le micro pour essayer de dire mon opinion sur le titre s'engage démarche individuelle de développement professionnel. J'ai compris de ce titre que l'enseignant doit être toujours au courant d'email en ce qui concerne le système éducatif, soit national ou bien international. Et bien sûr, il s'intégrer à toutes les nouvelles. C'est ce que j'ai compris et merci, monsieur Sabri. Merci, monsieur Abdou. Oui, effectivement, ce que vous avez dit, c'est dire il éclairer, c'est dire cette citation. L'enseignant doit c'est-à-dire s'engager dans une dimension à double, ou bien dans une piste à double dimension, c'est-à-dire sur le côté individuel et collectif, pour développer sa compétence. C'est ça la finalité, bien l'objectif, bien le but. Donc, établir un bilan de ses compétences professionnelles et mettre en œuvre les moyens pour les développer en utilisant les ressources disponibles, échanger des idées avec ses collègues quant à la pertinence de ses choix pédagogiques et didactiques. Troisièmement, recourir à des savoirs théoriques et réfléchir sur sa pratique pour réinvestir les résultats de sa réflexion dans l'action. Et dernièrement, s'engager dans des démarches d'innovation ou de recherche pour enrichir sa pratique professionnelle. Donc, c'est ça, c'est-à-dire l'analyse de cette deuxième compétence qui s'intitule s'engager dans une démarche individuelle et collective professionnelle. Donc on passe, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez passer au micro, vous pouvez participer sur c'est-à-dire ce tableau ou bien donc je passe à l'autre compétence. Donc agir de façon éthique et responsable dans l'exercice de ses fonctions. Donc c'est une compétence que l'enseignant doit acquérir, que doit, c'est-à-dire assimiler, que doit mettre en considération lors, ou bien le moment c'est-à-dire le moment de la planification, le moment de la gestion, le moment de l'évaluation dans la salle ou bien hors la salle de classe. Donc, il doit agir, l'enseignant est invité d'agir de façon éthique et responsable dans l'exercice de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions. Ça veut dire quoi? Je laisse 1 ou bien 2 minutes pour c'est-à-dire lire et analyser cet énoncé, ou bien le texte de cette compétence. Monsieur Asma, madame Asma, mademoiselle Asma, je pense qu'il veut lire. Donc s'il y a quelqu'un, donc agir de façon éthique et responsable dans l'exercice de ses fonctions. Toujours, nous avons le verbe agir, c'est-à-dire l'action. Nous avons ici éthique.
nous avons l'éthique. C'est très important ce mot. Responsable aussi, nous avons le mot responsable. Et nous avons ici l'exercice. Et bien sûr, les fonctions, de ces fonctions. Nous avons ici quatre mots et nous avons ici agir. Ce sont des mots-clés dans cette citation. Agir de façon éthique et responsable dans l'exercice de ses fonctions. Salut Monsieur Abounaï. Un exemple, s'il vous plaît. Donc, j'attends, oui, il y a des exemples, mais j'attends votre intervention. C'est vous qui donne tout d'abord les exemples, et puis je vous donne les exemples que j'ai. Elle m'a dit agir de manière adéquate envers des élèves, des collègues et des supérieurs, c'est-à-dire directeurs. Agir de manière adéquate, oui, c'est la même, oui, effectivement, on est responsable de tous ces actes, oui, effectivement. Donc, je passe pour, c'est-à-dire analyser cette citation. Donc, décerner les valeurs en joue dans ces interventions, c'est-à-dire discerner, nous avons ici discerner, c'est-à-dire identifier ou bien distinguer les valeurs en jeu dans ces interventions, accorder aux élèves l'attention et l'accompagnement approprié. Si on parle ici de la dimension pédagogique, on doit accorder aux élèves l'attention et l'accompagnement. C'est-à-dire ici, on parle ici de l'éducation, on parle, c'est-à-dire plutôt d'une dimension pédagogique. Troisièmement, nous avons légitimer, c'est-à-dire permettre, ou bien auprès du public intéressé, ces décisions relativement à l'apprentissage et à l'éducation des élèves. Quatrièmement, respecter les aspects confidentiel de sa profession. Lorsqu'on dit confidentiel, ici les adjectifs, c'est-à-dire tout ce qui est secret, bien mystérieux, on doit le respecter, c'est-à-dire qui est en relation avec la profession. Éviter toute forme de discrimination, c'est-à-dire distinction et de dévalorisation à l'égard des élèves, des parents et des collègues. Malheureusement, on voit et on aperçoit, c'est-à-dire comme ces comportements de discrimination, c'est-à-dire et de dévalorisation à l'égard des élèves, des parents et des collègues. Malheureusement, on doit dépasser cette logique, on doit dépasser, c'est-à-dire comme ces comportements, on doit valoriser l'apprenant, on doit, c'est-à-dire sensibiliser l'apprenant qu'il est important et qu'il est central dans, c'est-à-dire l'apprentissage, bien l'enseignement, l'apprentissage, et finalement reconnaître les limites de son champ d'action et de ses interventions. Donc l'enseignant, le professeur est invité de reconnaître les limites de son champ d'action et de ses interventions, soit avec les membres. C'est lui qui est victime de la discrimination, c'est-à-dire le professeur, ou bien M. Nordin. Vous pouvez prendre le micro et nous expliquer, ça veut dire quoi, comment l'enseignant est discriminé, il est marginalisé, il est éloigné par qui, ou bien comment.
est-ce que vous pouvez prendre le micro pour nous expliquer votre point de vue? Donc on passe à l'autre compétence. Donc, concevoir est animer des situations d'enseignement, d'apprentissage en fonction des élèves et du plan d'étude. Donc, comment peut-on analyser cette compétence? Je laisse un petit moment pour réfléchir sur le texte de cette compétence, c'est-à-dire concevoir et animer des situations d'enseignement apprentissage en fonction des élèves et du plan d'étude. Nous avons ici les mots-clés, nous avons concevoir, nous avons ici l'animation animée, nous avons des situations d'enseignement apprentissage en fonction des élèves ou des apprenants et du plan d'étude. C'est-à-dire, si on veut analyser un peu cette citation, quelles sont les pistes qu'on peut prendre pour analyser, quelles sont les dimensions, c'est-à-dire les idées qu'on peut assembler pour analyser, pour développer ce petit texte concernant les compétences professionnelles d'un enseignant. Diversifier les méthodes, oui, effectivement, oui. Lorsqu'on dit l'animation, concevoir, c'est-à-dire nous avons ici la conception, c'est-à-dire avoir des conceptions. Animation, animée, c'est-à-dire les activités d'animation, ou bien les méthodes d'animation, brainstorming par exemple, le jeu de rôle, nous avons Philips 6x6 par exemple. Lorsqu'on dit situation d'enseignement apprentissage, c'est-à-dire automatiquement on doit penser situation problème. En fonction des élèves, c'est-à-dire en fonction du niveau des élèves, les besoins des élèves, les attentes des élèves, le milieu social des élèves, le niveau des élèves, le milieu aussi socio-culturel des élèves. Donc, Abdou, est-ce que vous voulez le micro? Bon, d'accord, merci trois fois, monsieur Sadr. Mon avis concevoir et animer des situations d'enseignement, ça veut dire l'enseignant doit être conscient au niveau de ses élèves, les méthodes et les pédagogiques convenables aux élèves, comme vous avez dit, les situations, leur situation économique, leur situation familiale, afin de choisir les meilleures méthodes et les meilleures pédagogiques pour arriver à ces objectifs, et bien sûr d'être conscient au programme, au cours, au contenant des leçons qu'il va enseigner à ses élèves, bien sûr. Il doit être aussi conscient aux moyens didactiques qu'il va utiliser au courant de la classe, les moments, quand, et bien sûr. Bon, ça c'est tout ce que j'ai compris. Merci, M. Sadr. Merci beaucoup, Monsieur Abdou. Donc, effectivement, vous avez, c'est dire, mettez bien la pierre dans le lac. Effectivement, vous avez, c'est-à-dire, agité un peu, c'est-à-dire, éclairer un peu, c'est-à-dire, le texte. Ou bien, oui, le texte de cette compétence. Donc, on passe parce qu'il y a d'autres compétences. Donc, maîtriser le savoir à enseigner, planifier des séquences d'enseignement et d'évaluation qui tiennent compte de la logique du contenu de la progression des apprentissages,
prendre en considération les acquis, les représentations, les différences sociales, genre, origine, ethnique, socio-économique et culturelle, comme vous avez dit, M. Aldo, les besoins et les champs d'intérêt particuliers des élèves dans l'élaboration et l'animation des situations d'enseignement-apprentissage. Choisir ou élaborer des approches didactiques variées et appropriées. Quatrièmement, privilégier des situations qui permettent à l'élève de mobiliser ses compétences dans des contextes différents. Cinquièmement, encadrer les apprentissages des élèves par des stratégies, des démarches, des questions et des rétroactions de manière à favoriser l'intégration des apprentissages. Sixièmement, concevoir et mettre en œuvre des situations d'enseignement-apprentissage qui favorisent le développement de la créativité, de la coopération, de l'autonomie, de la communication et de la pensée critique. Finalement, tenir compte des composantes cognitives, affectives et relationnelles des apprentissages. Donc, comme vous voyez, c'est une compétence qui englobe plusieurs points et plusieurs, c'est-à-dire techniques. On a commencé par la maîtrise du savoir jusqu'à ici, c'est-à-dire les composantes, jusqu'à le côté relationnel. Donc, l'enseignant doit avoir aussi une compétence transversale, si vous voulez, dans son processus. Et donc on passe à l'autre compétence, évaluer la progression des apprentissages et les degrés d'acquisition des compétences des élèves. Donc, je pense que cette compétence, c'est facile de l'analyser. Donc, comment peut-on analyser cette compétence? Je pense qu'il est pur et dur, relativement bien relié à l'évaluation. Et comme vous savez, nous avons trois types d'évaluation. Nous avons l'évaluation diagnostique, formative ou bien formatrice, et nous avons l'évaluation sommative. Donc, évaluer la progression des apprentissages et le degré d'acquisition des compétences des élèves. Nous avons ici, si on veut, c'est-à-dire découper cette compétence, nous avons deux parties, évaluer la progression des apprentissages et nous avons aussi évaluer le degré d'acquisition des compétences. Nous avons la progression des apprentissages et nous avons le degré d'acquisition des compétences. Est-ce que vous avez des idées pour analyser cette compétence? Donc, je pense que... Donc, en situation d'apprentissage, repérer les forces et les difficultés des élèves afin d'adapter l'enseignement et de favoriser la progression des apprentissages. Établir un bilan des acquis afin d'évaluer le degré d'acquisition des compétences. Nous avons ici établir un bilan des acquis, c'est-à-dire l'enseignant doit établir c'est-à-dire un bilan des objectifs d'apprentissage. Et enfin, puis elle passe pour évaluer, c'est-à-dire le degré d'acquisition de ces compétences. C'est-à-dire qu'il doit mettre un bilan des objectifs et des compétences qu'il doit évaluer, puis passe pour construire les outils avec lesquels elle va évaluer c'est-à-dire le degré d'acquisition, de progression des compétences. Troisièmement, construire ou employer des outils permettant d'évaluer la progression et l'acquisition des compétences. Et comme vous savez bien, nous avons plusieurs manières d'évaluer
d'évaluer les élèves. Donc on peut évaluer, on peut utiliser par exemple des tests qui portent sur les connaissances ou bien sur le domaine. On peut opter ou bien on peut utiliser par les QCM, questions multiples choix. On peut utiliser des questions qui sont ouvertes. Donc nous avons plusieurs méthodes qu'on peut utiliser pour évaluer c'est-à-dire la progression et l'acquisition des compétences. Quatrièmement, faire participer les élèves au processus d'évaluation, c'est-à-dire l'auto-évaluation, c'est-à-dire intégrer ou bien faire participer les apprenants dans ce processus d'évaluation. Cinquièmement, communiquer aux élèves et aux parents de façon claire et explicite les résultats attendus, ainsi que des informations relatives à la progression des apprentissages et à l'acquisition des compétences. Sixièmement, collaborer avec l'équipe pédagogique à la détermination du rythme et des étapes de progression souhaitées à l'intérieur du cycle de formation. Et dernièrement, nous avons contribué avec l'équipe pédagogique à la décision de promotion, d'orientation ou de certification en collaboration avec les parents lorsque la situation le requiert ou bien le demande. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je peux continuer? Je pense qu'il reste 5 autres compétences. Nous avons planifié, organisé et assuré un mode de fonctionnement du groupe classe qui favorise l'apprentissage et la socialisation des élèves. Donc, à votre avis, comment peut-on analyser ce petit texte de cette compétence? Planifier, organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe classe qui favorise l'apprentissage et la socialisation des élèves. Donc je pense que je passe puisqu'il n'y a pas d'intervention, donc je passe pour c'est-à-dire analyser cette compétence ou bien le texte de cette compétence. Donc premièrement, nous avons défini, oui, sur Arbi, qu'est-ce qu'il a dit? De définir et mettre en place un système de fonctionnement équitable et pertinent pour les activités de la classe. Oui, effectivement, oui, nous avons ici le mot fonctionnement, et nous avons équitable, l'équité, oui. Donc, définir et mettre en place un système de fonctionnement équitable et pertinent pour les activités de la classe. Communiquer, monsieur Blardi, communiquer aux élèves des exigences claires au sujet des comportements scolaires et sociaux appropriés et s'assurer de leur compréhension et de leur respect. Oui, vous avez bien développé, monsieur Blardi, la mère, je pense qu'il veut le micro. Mademoiselle Amel, est-ce que tu veux le micro? Je pense donc définir et mettre en place. Je reprends ce que j'ai dit. Premièrement, nous avons définir et mettre en place un système de fonctionnement équitable et pertinent pour les activités de classe. Deuxièmement, communiquer aux élèves aux exigences claires
au sujet du comportement scolaire et aux sociopropriés, s'assurer de leur compréhension et de leur respect, faire participer des élèves comme groupe et comme individus à l'instauration de règles de fonctionnement de la classe et veiller ensemble à leur respect. Quatrièmement, recourir à des stratégies adéquates pour prévenir l'émergence de comportements non appropriés et pour intervenir efficacement lorsqu'ils se manifestent. Maintenir un climat propice à l'apprentissage. On parle ici de climat, c'est-à-dire au sein de la classe. Tenir compte des dimensions cognitives, affectives et relationnelles de l'enseignement. C'est-à-dire on doit voir les choses dans sa dimension, sa triple dimension, la première dimension cognitive, affective et relationnelle ou bien sociale. Donc, je pense à l'autre compétence. C'est adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves présentant des difficultés d'apprentissage. Donc, adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves présentant des difficultés d'apprentissage. Abonnez-vous, effectivement, je vous donne la parole. Oui, le son est clair. Le son est clair. Vous m'entendez? Bon. Donc je vais revenir à la compétence précédente qui parle de compétence, non, oui, avant celle-là, non, celle qui parle, voilà, évaluer la progression des apprentissages et le degré d'acquisition des compétences. Non, celle qui parle de la dynamique de groupe, les interactions entre les groupes. Concevoir et animer des situations d'enseignement, apprentissage en fonction des élèves et des plans d'études. Non, ce n'est pas la troisième, oui. Tu passes à la quatrième. La quatrième, oui, et la cinquième, concevoir et animer des situations d'enseignement, apprentissage en fonction des élèves du plan d'études. Non, donc si vous me excusez, je vous parlais sur les caractéristiques psychologiques du groupe, c'est-à-dire les relations sociométriques entre les groupes dont vous avez parlé. Donc je ne sais pas quelles compétences. Donc il y a la première des choses, c'est une structure informelle qui détermine le fonctionnement des groupes. Il y a premièrement ce qu'on appelle les interactions, l'échange entre les élèves. Deuxièmement, il y a les émergences de groupes, des normes. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un échange, une relation émotionnelle entre les parties du groupe, parce que quand il y a le ciment entre les éléments du groupe, on essaie de faire un travail participatif. Donc il y a ce qu'on appelle l'existence des buts collectifs communs pour chaque groupe, qui constitue le ciment. Après, il y a ce qu'on appelle l'existence d'émotions et de sentiments collectifs. Il engage des actions ou des réactions collectives. Après, il y a l'émergence d'une structure informelle, c'est-à-dire les élèves travaillent comme les fourmis. Voilà, il y a un objectif, on essaie de travailler en groupe. Il y a l'existence inconsciemment de travailler ensemble, de réussir le travail. Donc ce qu'on appelle les caractéristiques psychologiques de groupe, ou la dynamique du groupe. Donc c'est ça, c'est pour avancer dans la relation, le côté relationnel ou le côté participatif qui existe entre les élèves d'un seul groupe, surtout qu'on peut travailler
une tâche, par exemple en mathématiques ou en français, travailler par l'approche, c'est-à-dire en groupe. Voilà. Donc, je vous laisse le micro pour continuer, monsieur Abdessadr. Donc, merci pour cette occasion. Voilà, à vous le micro. Merci beaucoup, monsieur Abounail. Vraiment, vous avez, c'est-à-dire, éclairé le point concernant le travail en groupe, dans le groupe de la classe, c'est-à-dire le fonctionnement, que vous savez bien que ce que vous avez dit s'inscrit dans l'école de. Nous avons l'école de constructivisme et le socio-constructivisme. Donc, on passe à cette compétence planifier, organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe classe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves. Est-ce que vous avez des remarques concernant cette compétence? Nous avons ici la planification, nous avons ici l'organisation. Et nous avons ici le fonctionnement du groupe. Emel, je pense, oui, monsieur. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui veut ajouter, ou bien qui veut, s'il veut s'intervenir, je passe. Donc, sixièmement, planifier. Donc, premièrement, nous avons définir et mettre en place un système de fonctionnement équitable et pertinent pour les activités de la classe, communiquer aux élèves des exigences claires au sujet du comportement scolaire et socio approprié et s'assurer de leur compréhension et de leur respect, faire participer les élèves comme un groupe et comme un individu à l'instauration de règles de fonctionnement de la classe et veiller ensemble à leur respect. Quatrièmement, recourir à des stratégies adéquates pour prévenir l'émergence des comportements non appropriés et pour intervenir efficacement lorsqu'ils se manifestent, maintenir un climat propice, c'est-à-dire adéquat à l'apprentissage, et finalement, nous avons tenu compte des dimensions cognitives, affectives et relationnelles de l'enseignement. J'ai expliqué ça. On passe à l'autre oui. Adopter, nous avons septièmement adapter. Donc l'enseignant doit adapter, ou bien est invité d'adapter ses interventions aux besoins et aux caractéristiques des élèves présentant des difficultés d'apprentissage. Donc, je passe pour expliquer ce point-là. Donc, favoriser l'intégration pédagogique et sociale des élèves qui présentent des difficultés d'apprentissage, d'adaptation ou un handicap. Deuxièmement, proposer aux élèves des tâches d'apprentissage, des défis et des rôles qui les font progresser. Troisièmement, rechercher l'information pertinente auprès des personnes ressources et des parents en relation avec les besoins et les cheminements des élèves. Quatrièmement, travailler en réseau avec les personnes ressources et les parents pour prévenir des situations difficiles et y faire face. Et dernièrement, nous avons participé à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan d'intervention adapté. Donc, je passe à l'autre compétence. Je pense qu'il reste 2 compétences, il y a 10. Donc, travailler à la réalisation des objectifs éducatifs de l'école avec tous les partenaires concernés. Donc, comment peut-on développer cette compétence? Donc, l'enseignant doit travailler à la réalisation des objectifs éducatifs de l'école avec tous les partenaires concernés. Tout d'abord, quels sont ces partenaires qui peuvent concerner ces équipes qui peuvent aider, ou bien qui peuvent être, c'est-à-dire en collaboration avec l'enseignant pour
travailler pour réaliser ces objectifs. Travailler à les objectifs éducatifs de l'école avec tous les partenaires concernés. Nous avons la famille, effectivement, la famille, les parents, je crois, au niveau national. Non, travailler à la réalisation des objectifs éducatifs de l'école. Nous sommes ici au sein de l'école, de l'établissement, donc et travaille l'enseignant. Avec tous les partenaires concernés. Oui, je vous donne le micro, monsieur. Voilà, donc avec les partenaires concernés, ça implique ce qu'on peut appeler la bonne gouvernance. C'est-à-dire, on peut par exemple choisir les associations qui ont les mêmes objectifs, qui veillent à collaborer, à donner des exemples, à donner des projets qui peuvent aider les élèves, les associations. C'est un travail participatif. L'association des parents, par exemple, je peux participer avec les parties à la délégation qui peuvent, ce qu'on appelle les classes, qui aident à développer le côté artistique et culturel. Donc, tout qui ont le souci éducatif qui peut contribuer, par exemple, à la réussite d'un projet de l'établissement. Donc, j'ai donné l'exemple des associations. Les intervenants, par exemple, de ministères. Donc, tout qui peut donner une valeur ajoutée, des moyens qui peut contribuer à la réalisation des objectifs. Donc, ce qu'on appelle ici la bonne gouvernance, ce qu'on appelle la participation des autres qui ont le souci de réussir l'action éducative. Donc, je vous passe le micro. Donc, ce qu'on appelle dans l'approche de projet, donc je ne peux pas travailler seul. Donc, j'ai besoin des intermédiaires qui peuvent me donner un tremplin pour réussir. Par exemple, ceux qui font l'animation, de jouer des pièces de théâtre, des chansons, donc on n'a pas les profs qui sont excellents, mais je peux faire appel à d'autres actionnaires, à d'autres acteurs qui peuvent aider l'école à réaliser l'objectif. Ce qu'on fait, par exemple, ceux qui font l'animation, qui viennent d'autres associations. Voilà. Et à vous le micro, monsieur Al-Sadq. Merci, monsieur Abdoulaye. Effectivement, donc l'enseignant doit participer au choix, à l'élaboration, à la réalisation et au bilan de projets de l'établissement scolaire coordonné. C'est-à-dire l'enseignant est invité. Monsieur Mahfoud, est-ce que tu veux le micro? Donc, coordonner ses interventions avec les partenaires de l'école dans un esprit de concertation, en délimitant les champs d'action et de responsabilité de sa fonction. Troisièmement, organiser et faire évoluer la participation des élèves à la vie de classe et de l'établissement. Et dernièrement, favoriser la participation des parents à la vie de l'école en suscitant différentes formes de rencontres et d'échanges. Donc, l'enseignant doit chercher des partenaires avec lesquels il va partager la tâche de la formation. Donc, l'enseignant, ce n'est pas seul qui va se dire participer bien, contribuer, ou bien se dire travailler seul dans la formation des apprenants. Donc, l'avant-dernière compétence, c'est communiquer de manière claire et appropriée dans les divers contextes liés à la profession enseignante. Donc, comment peut-on analyser cette compétence relative à la communication, soit au sein de classes, soit avec les partenaires, ou bien approprié dans les divers contextes liés à la profession enseignante, c'est-à-dire avec la famille, avec les associations,
avec les parties, avec le tissu social, avec la société en général. Donc, comment peut-on aussi dire quelles sont les dimensions, quels sont les aspects, quelles sont c'est-à-dire les caractéristiques de cette communication. Par quoi peut-on, c'est-à-dire par quoi se caractérise cette communication que l'enseignant doit, c'est-à-dire ouvre ou bien entamer avec les différents partenaires. Donc, respecter les règles de la langue d'enseignement à l'oral et à l'écrit lors des échanges avec les élèves et l'ensemble des partenaires de l'école. Employer un langage oral approprié dans ses interventions auprès des élèves, des parents et des pairs. Mettre en œuvre les règles de la communication en vue de favoriser les relations constructives. On passe à la dernière compétence. C'est coopérer avec les membres de l'équipe pédagogique à la réalisation des tâches favorisant le développement et l'évaluation des compétences visées. Donc, est-ce que vous avez une idée sur c'est-à-dire le travail de la coopération avec les membres de l'équipe pédagogique pour réaliser les objectifs qui favorisent le développement et l'évaluation des compétences visées? Monsieur Abounaïl, à vous le micro. Donc le son est clair. Donc pour la compétence 9 et la compétence 10, ça vise le côté communicationnel, le côté relationnel, c'est-à-dire on doit impliquer tout le monde, y compris le directeur, tant que c'est le gouverneur, c'est le gérant de l'école, en plus les inspecteurs ou les orientateurs. Donc tout le monde va collaborer, va travailler, faire la main dans la main pour réaliser et pour pousser. Donc il y a un travail de concertation. Donc le prof seulement il ne peut pas réussir sa tâche s'il n'y a pas un travail de groupe, tant qu'on travaille un travail de concertation et de la bonne gouvernance, c'est-à-dire on va tous mettre la main dans la main. Donc il y a l'enseignant, il y a le directeur, il y a l'orientateur, c'est-à-dire l'inspecteur, et il y a la famille. Donc c'est cette équipe pédagogique, donc s'ils travaillent ensemble, ils vont c'est-à-dire mettre leur effort, leur temps à un travail participatif, un travail de collaboration pour contribuer à la réalisation de la tâche qui est la réussite de l'enfant. Donc, on ne peut pas responsabiliser seul le prof. Donc, il faut qu'il y aura un travail de concertation, un travail de groupe, voilà, d'une équipe pédagogique. C'est-à-dire le directeur, l'inspecteur, les associations, les parents. Hein, si on parle de la socialisation, donc c'est les parents qui sont les premiers qui sont responsables de l'éducation de l'enfant. Et après, quand ils passent, même par exemple la télévision aussi, ça contribue. Donc il y a un travail d'une équipe pédagogique bien structurée et bien réfléchie. Et à vous, M. Al-Sadq. Monsieur, je tiens de vous remercier, monsieur Abonné. Effectivement, ce que vous avez dit, mademoiselle Amal, est-ce que tu veux le micro? Amal, est-ce que tu veux le micro? Donc, je continue. Donc, participer à l'équipe pédagogique responsable d'un même groupe d'élèves en vue d'assurer dans la complémentarité une cohérence d'action. Deuxièmement, collaborer à la conception et à l'adaptation des situations d'apprentissage, à la définition des objectifs visés
et à leur évaluation, travailler à l'obtention d'un consensus lorsque cela est requis entre les membres de l'équipe pédagogique et finalement animer un groupe de travail, conduire des réunions. Donc, comme ça, cet exposé tient sa fin. Donc, les références sur lesquelles j'ai basé cet exposé, nous avons le guide pédagogique de l'enseignement primaire, nous avons l'essentiel de la didactique du français à Abdelrahman Toumi, nous avons un exposé de Ben Allah Mohamed, inspecteur de l'enseignement primaire, et nous avons une conférence sur YouTube, Jacques Tarbif, l'approche par compétence, un changement de paradigme. Ce sont les références sur lesquelles j'ai basé cet exposé que vous avez suivi. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une idée, une question, une chose à ajouter, une intervention, donc je laisse à vous le micro. Donc, je reviens sur les premières diapositives. S'il y a des questions, s'il y a quelque chose à ajouter, je laisse le Donc, merci M. Al-Sadr. Désolé, donc je n'ai pas assisté dès le premier de ton intervention, mais d'après ce que je vois, ce qui se passe devant mes yeux, donc ça se voit que vraiment c'est très intéressant. Donc, comme sujet vers une pratique professionnelle, donc il y a le côté de pratique. Donc le professeur doit être chargé et mené de plusieurs compétences qui peuvent l'aider à assumer sa responsabilité professionnelle. La première des choses, c'est-à-dire il va être bien doté de côté théorique pour qu'il peut mettre en fonctionnement ses compétences sur un succès pratique sur la réalité. C'est-à-dire, quand je dis profession, c'est-à-dire je vais être un artiste, parce que c'est le prof qui fait cette transposition didactique, c'est-à-dire l'acteur, c'est-à-dire celui qui est en contact avec les élèves. Donc, il doit premièrement ce métier de l'enseignement, c'est un métier de vocation, c'est-à-dire il doit aimer l'amour de l'enfant, il doit consacrer son esprit, son temps, il doit être un prof créateur, un prof chercheur, un chercheur, et en même temps, comme vous avez, j'ai vu dans votre bibliographie, donc tu as essayé de travailler à partir des hommes qui ont pratiqué sur terrain,
comme M. Tchoumi, comme Tardif, donc c'est très intéressant d'évoquer le sujet de la profession, c'est-à-dire de métier. Donc il y a plusieurs compétences. Ces compétences, ça demande un effort, ça demande un travail théorique pour mettre en fonctionnement ces compétences, c'est-à-dire exercer sur le terrain. Donc j'ai pas assisté, donc désolé, donc j'ai pas suivi le premier, j'ai assisté seulement à la dernière partie de ton intervention, mais il y a la chose qui est très intéressante, c'est le côté communicationnel, le côté relationnel, le côté de rapport entre le groupe, c'est-à-dire les élèves, donc le rapport sociométrique, c'est-à-dire qui peut motiver les élèves, c'est-à-dire la motivation de prendre responsabilité. Et vous avez parlé des participants qui sont divers, c'est-à-dire tout qui peut aider à la réussite de l'action pédagogique, c'est-à-dire les parents, les profs, le directeur, l'inspecteur, le ministre. Donc c'est un travail de groupe. Donc je vais laisser aux autres, donc fondement relatif à l'apprentissage du français langue étrangère. Oui, je peux laisser le micro pour ne pas monopoliser ou pour ne pas prendre la grande part dans la discussion. Donc s'il y a quelqu'un qui peut prendre le micro, sinon je peux le laisser à M. Absat pour qu'il continue s'il y a d'autres éclaircissements, et merci. Donc, merci infiniment, M. Abounet, pour ces idées qui enrichissent cet exposé. Vraiment, ce sont des fondements, bien des compétences qui servent c'est-à-dire pour faciliter la tâche de l'enseignant au sein de la classe. Donc, si on maîtrise si bien ces compétences, si on met en place ces compétences, c'est sûr et certain que les outputs ou bien donc les outputs de notre établissement vont changer. C'est sûr et certain si on maîtrise bien la planification, la gestion, l'évaluation, le côté relationnel, chercher des partenaires, éduquer, bien sensibiliser la famille, la société. L'administration fait bien son rôle, les inspecteurs et les encadrants font bien, accomplissent bien leurs tâches. C'est sûr et certain, c'est les efforts, c'est-à-dire se convergent vers l'enfant, vers l'apprenant. C'est sûr que les résultats de notre établissement ne seront que bonnes. Donc, ce sont des compétences qu'on doit c'est-à-dire mettre en place, on doit les pratiquer dans les salles de classe. Ce sont des compétences qui touchent toutes les côtés de professionnels de l'enseignant. Le côté relationnel, le côté pédagogique, le côté cognitif, tous les côtés. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut ajouter, qui veut enrichir, qui veut, c'est-à-dire critiquer quelques points que je viens de dire, je vous laisse la parole. Donc, s'il n'y a pas de choses à ajouter, donc je vous dis bonne nuit et
à une autre soirée, Inch'Allah.